Et salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Gladys. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que là j'étais vraiment concentré sur le développement et il y a beaucoup de nouveautés qui sont en train d'arriver sur Gladys et notamment dans cette nouvelle version que je vais vous présenter là. Et du coup je voulais vraiment rester focus sur le développement, faire un peu moins de contenu mais pour justement avancer plus loin sur le produit. Et donc aujourd'hui je sors Gladys Assistant 4.23.0 qui est une mise à jour assez importante puisqu'elle apporte pas mal de changements, autant des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles intégrations, des améliorations et des améliorations un peu d'interface pour que ça soit plus simple de configurer et d'installer Gladys. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous présenter un peu tout ça, de vous montrer un peu ce qui a changé. Et après, vous me direz vos retours en commentaire de la vidéo ou sur le forum. Voilà, donc la première chose qui a changé et ce que je voulais vous montrer, c'est l'onboarding, c'est-à-dire la création de compte lors d'une première installation de Gladys. J'ai voulu un peu améliorer ce process parce que je trouvais que l'interface n'était pas très claire et qu'il y avait des choses, on ne comprenait pas à quoi ça servait et en fait c'est vrai que ça servait à rien. Donc j'ai simplifié au maximum pour que l'interface soit beaucoup plus clean. Donc quand on arrive sur Gladys lors d'une première installation, on arrive sur cet écran. Donc il me propose toujours deux options, soit de restaurer via une sauvegarde Gladys+, soit de créer un compte local. Une chose que j'ai améliorée aussi et qui est assez important, c'est tout le responsive de ces écrans. C'est-à-dire que si vous faites la création de compte sur votre mobile, il faut que l'écran soit responsive et que ça soit clean, même sur mobile, ce qui n'était pas le cas jusqu'à là, et c'était dommage. Donc j'ai amélioré cette partie aussi. Donc là, on va faire créer un compte local. On va me créer un petit compte. On va mettre, comme d'habitude, Tony Stark. En français. Et un mot de passe. Ce que vous remarquez, c'est que cette étape, avant, il y avait deux champs en plus. Il y avait la date de naissance et il y avait la photo de profil. Le problème, c'est que la date de naissance, elle servait à rien. Pour moi, à la base, en fait, j'avais mis ce champ pour pouvoir faire un petit easter egg dans Gladys en mode Gladys vous envoie un message le jour de votre anniversaire. Le problème, c'est que j'ai jamais fait la feature. Ça fait 3 ans que c'est comme ça dans Gladys. Et donc, tout le monde se crée le compte en se disant bah, je mets ma date de naissance, à quoi ça sert, encore des informations. Sachant que tout ça, c'est en local sur votre Gladys. Donc, c'est même pas de la collecte d'informations. C'est en pur local chez vous. Donc, bon, c'était pas vraiment utile. Et donc, j'ai préféré le retirer. Pareil pour la photo de profil, c'est utile pour le coup parce que dans Gladys, vous voyez un peu la photo de profil de l'utilisateur en haut à droite sur votre tableau de bord. Mais le souci, c'est que lorsque vous créez votre compte la première fois, est-ce que vraiment vous avez besoin d'une photo de profil alors qu'il y en a une par défaut? Je pense pas. Et donc je me suis dit autant le retirer pour que ça aille plus vite. Quelque chose aussi que les gens ne comprenaient pas, c'est que pourquoi on demande un email? Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens se font quand même spammer et donc les gens se demandaient pourquoi on demande un email pour un produit qui est en pur local. Et c'est vrai. Moi, ma réflexion là-dessus, on aurait pu mettre un identifiant, c'est-à-dire on se crée un compte et un identifiant genre Tony, et après vous connectez en mettant Tony et mot de passe. Le truc, c'est que moi je trouve quand même que l'email, c'était quand même mondialement utilisé pour le login en couple email password. Et c'est vrai que je trouvais que c'était plus clean et les gens se retrouvaient plus à écrire un email et un mot de passe pour se connecter à un produit plutôt qu'un identifiant. Après, c'est peut-être moi qui ai une vision biaisée, mais en tout cas, c'était mon point de vue. Et du coup, là, je le précise bien, c'est nouveau. Votre email sert juste d'identifiant, il n'est enregistré qu'en local. Donc, il n'y a pas de collecte de données, rien de mal. Je crée le compte. Ça, là-dessus, ça ne va pas changer. Je choisis mon unité de température, Celsius, unité de distance. Et la durée de récension des états de l'appareil, je mets 3 mois. Je sauvegarde. Donc là, je vais pouvoir créer ma maison. On va l'appeler maison. On va la localiser un peu n'importe où. Et on va mettre un salon et une cuisine. Je fais sauvegarder. Et là, vous allez voir, là, c'est la feature des petits confitis. Est-ce que ça manquait pas dans Gladys? Je me suis dit que ça ajoutait un petit peu de validation. L'utilisateur se sent content. Et donc j'ai un peu retravaillé là le texte et la photo que j'ai mis sur cette page. C'est vrai que j'avais mis une photo de moi qui était vraiment ridicule, un truc que j'avais pris il y a très longtemps et je l'avais mis juste comme ça pendant le développement de la V4 et je l'ai jamais changé.
Et donc c'est vrai que là je trouve que montrer une photo d'une conférence où je parle de Gladys, ça montre un peu que c'est un projet qui vit et que c'est un projet où il y a des vrais humains derrière. C'est un peu l'objectif de cet écran, c'est de montrer que derrière un projet open source, il y a aussi des personnes qui travaillent et voilà, une vraie communauté. Donc c'est un peu l'objectif de cet écran. Donc ensuite on arrive sur le tableau de bord. Là-dessus, rien n'a changé, c'est le même tableau de bord qu'avant. Je vais vous montrer maintenant une nouvelle nouveauté de cette version de Gladys, qui est une nouveauté assez majeure puisqu'il s'agit du live de caméra. Donc en gros, vous savez, dans Gladys, on a une fonctionnalité de caméra. Alors hop, caméra. Donc là, je vais ajouter une nouvelle caméra. Je vais l'appeler caméra salon, pièce salon. Et ensuite, je vais mettre l'URL du flux RTSP. J'ai pris une vidéo. Là, je fais tourner un petit serveur RTSP en local juste pour la démo. Mais en gros, là, ici, vous mettez le flux RTSP de votre caméra sur votre réseau local. Sachant que j'ai rajouté une petite pré-spécification, là, une petite phrase qui dit cette URL doit être un flux vidéo et non juste une image si vous voulez utiliser le streaming live. Donc, c'est-à-dire qu'avant, on ne capturait qu'une image toutes les minutes et on la mettait sur le tableau de bord. Mais on n'avait pas de live, on ne pouvait pas voir la vidéo et l'audio de ce qui se passe en direct sur la caméra. Et donc maintenant, avec cette nouvelle fonctionnalité de streaming live, on va être capable de voir ce qui se passe en direct. Et donc il faut vraiment un flux vidéo. Donc si jamais vous voulez utiliser la fonctionnalité, pensez à remplacer l'URL du flux. Donc je vais sauvegarder. Ici, il y a un lien vers la documentation si vous voulez avoir plus d'infos sur la fonctionnalité. Et donc je vais créer un tableau de bord, je vais l'appeler caméra. Et je vais ajouter dans la colonne ici une box caméra. Je vais mettre caméra salon. Je vais l'appeler caméra salon, tout simplement. Et ensuite, il me propose deux choses. Il me propose une latence entre très basse et standard et un paramètre lancer automatiquement le streaming. En gros, la latence, ça correspond au temps. En fait, en gros, on utilise le protocole HLS pour faire du streaming vidéo. HLS, ça veut dire HTTP Live Streaming. Et en gros, le principe, c'est que la caméra va enregistrer des chunks de vidéo, un peu comme quand vous regardez sur YouTube une vidéo, et ben ça va bufferiser plein de petits chunks de vidéo. Et donc, vous voyez, en fait, la progress bar de chargement, elle augmente en même temps que vous regardez. Et donc, elle va charger un bloc de vidéo, vous regardez un bloc de vidéo, et ainsi de suite. Et bien en live, c'est exactement pareil, c'est comme ça que fonctionnent la plupart des lives sur Internet. Si vous regardez le live d'une vidéo, d'un match de foot, ce que vous voulez, et bien en général, c'est ce qui se passe. Et donc la latence, ça définit la taille d'un bloc de vidéo. Donc si vous mettez une latence très basse, donc par exemple, je crois que très basse c'est 1 seconde, basse c'est 2 secondes, moyenne je crois que c'est 4 ou 5 secondes, et standard c'est genre 6 secondes, un truc comme ça. Et en gros, c'est moi qui ai défini ces valeurs. Et donc, plus vous mettez une latence basse, et plus quand vous démarrez un live, ça va démarrer rapidement. Parce qu'il ne va pas avoir à attendre longtemps avant d'avoir un premier bloc à vous envoyer. Le souci, c'est que si vous avez une connexion Internet qui est pas très rapide, et surtout qui a une grande latence, eh bien, si vous mettez une latence trop basse, vous n'aurez pas le temps de recevoir les blocs à temps. Et donc, vous allez voir que votre vidéo, elle va bufferiser, elle va se bloquer. Ça va faire comme quand vous regardez une vidéo et que votre réseau, il est trop bas. Donc, ce paramètre, il est utile. C'est à vous, en fait, de faire la balance entre une latence trop élevée, du coup, il faut attendre trop de temps avant que ça commence, et une latence trop basse, et du coup, vous avez de la bufferisation, et ça attend. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser une latence basse, c'est-à-dire 2 secondes. Comme ça commence en 2 secondes, le live. Mais au moins après... mais pour moi, 2 secondes, la plupart si vous êtes en tout cas en fibre et que vous avez une connexion du coup pas dégueu, normalement ça devrait fonctionner. Si vous voyez que ça va pas, vous augmentez et voilà. Et l'autre bouton, lancer automatiquement le streaming, c'est que si jamais vous cochez oui, dès que vous ouvrez le tableau de bord, ça lance un streaming. Et du coup, vous n'avez même pas à cliquer sur lancer le streaming, c'est automatique. Ça, faites-le quand même avec des pincettes, parce que du coup, si jamais vous l'activez et que vous avez beaucoup de caméras, ça va utiliser énormément de ressources sur votre machine. À chaque fois que vous ouvrez le tableau de bord, ça lancera par exemple 5 lives si vous avez 5 caméras. Vérifiez que vous avez
un Raspberry Pi, ou alors un Raspberry Pi, il va vraiment galérer si vous avez 5 lives, mais si vous avez un NAS, si vous avez une machine, il faut qu'elle soit assez performante pour gérer 5 lives en même temps. Donc c'est à vous à peu près de gérer cette partie. Alors je me rends compte que ma tête est exactement voilà, à l'endroit où je dois sauvegarder. Donc bon, là, vous voyez le live, c'est un live d'exemple, hein, c'est vraiment un truc que j'ai téléchargé sur internet. Et maintenant, j'ai un nouveau bouton live. Si je clique dessus, ça démarre le live. Donc là, on est en train de créer la première vidéo. Et là, vous voyez, on est en live. Donc là, bon, on voit exactement ce qui se passe sur ce live vidéo. Vous voyez, hein, ça s'incrémente à l'intérieur. Et ce que je vous disais juste avant, vous le voyez un peu sur la barre de chargement. À chaque fois qu'un bloc, vous le récupérez, un bloc de 2 secondes, ça rajoute 2 secondes à la durée du live. Vous voyez, 19, 22, bon, 2-3 secondes. Voilà. Et donc du coup, là, vous pouvez regarder le live. Sachant qu'un live, ça dure 5 minutes au maximum. J'ai mis une limite. Ce qui évite à votre instance de tourner dans le vide si jamais vous ne regardez plus le live. Sachant que bon, un live, ça consomme quand même pas mal de ressources. Et donc, je veux éviter que des utilisateurs Gladys voient une instance qui tourne en permanence avec un live pour rien. Donc, il y a une limite de 5 minutes. Et après les 5 minutes, le live se coupe et vous pouvez de toute façon le relancer. Sachant que un live, comme je vous disais, c'est assez coûteux à lancer puisqu'il y a au moins 2 secondes, enfin en tout cas le temps de la latence au début pour que le live démarre. Et donc, ce que j'ai décidé, c'est que quand vous coupez un live, le live n'est pas coupé. C'est-à-dire qu'en fait, un live va rester chaud quelques secondes après que vous l'ayez coupé pour que si jamais quelqu'un d'autre est en train de le regarder, parce qu'on peut avoir plusieurs personnes qui regardent la même caméra en live et ça ne lance pas plusieurs lives. C'est le même live qui est consommé par 2. Donc on a 2 streamings et les fichiers sont envoyés à 2 personnes. C'est ça qui est vachement intéressant. Et donc, si on a plusieurs personnes qui regardent le live en même temps, si on a un qui coupe le live, l'autre doit pouvoir continuer à le regarder. Donc ça, c'était assez complexe à gérer cette partie-là. Mais donc vous voyez, là je pars, je reviens, je relance. Il n'y a pas eu de latence parce qu'en fait c'est le même live. Je regarde le live qui continue. Bien sûr, il y a l'audio qui est possible. Si votre caméra envoie un flux audio, eh bien vous pouvez entendre le flux audio dans votre live. Vous pouvez mettre en plein écran si vous voulez, sachant que c'est la résolution de la caméra. Donc si vous avez une caméra en belle qualité, bah, vous verrez en belle qualité dans Gladys. Voilà. Donc ça c'est pour la fonctionnalité de live de caméra. J'ai passé quand même beaucoup de temps pour gérer les petits détails. Pour que ça fonctionne, c'était quand même c'était du boulot, mais j'ai réussi assez rapidement à avoir quelque chose qui fonctionne. Mais après, pour gérer les détails, il y a eu quand même un paquet de temps pour que ça fonctionne correctement. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des retours. J'ai une remarque, je crois que sur les Raspberry Pi qui sont en 32 bits, ça ne fonctionne pas très bien parce qu'ils ne sont tout simplement pas assez puissants. En tout cas, je pense qu'ils n'ont pas les bonnes fonctions dans le CPU pour encoder correctement du flux vidéo. Et donc, d'après les tests des premiers alpha-testeurs, sur un système 32 bits, ça fonctionnait pas trop, voire pas du tout. Donc, je vous recommande d'être sur une machine quand même suffisamment puissante, un Raspberry Pi 4, ou carrément plutôt un mini PC ou un NAS, un petit Intel NUC par exemple, qui va avoir lui un peu plus de puissance pour gérer du flux vidéo, parce que bah, on est quand même en train de consommer un flux, l'encoder en direct, le compresser, l'envoyer. Enfin, c'est quand même du travail, donc c'est pour ça qu'il faut quand même une machine qui fasse le boulot. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire vos retours là-dessus. Alors, sachant que cette fonctionnalité, elle est intéressante en local, mais bien sûr, elle fonctionne via Gladys+, et c'était intéressant parce que c'était un développement totalement différent. C'est-à-dire que j'ai pas... La plupart des développements que je fais, en général, ils sont... je le fais en local, et c'est la même chose sur Gladys+, parce que Gladys+, va gérer tout le chiffrement de bout en bout des requêtes, que ça soit en local ou via Gladys+. Mais là, le souci, c'est que ce développement, il est totalement différent. C'est-à-dire qu'on va gérer du flux vidéo, quand on est à distance, ça va être des volumes de données quand même assez conséquents. Et donc, j'ai travaillé pour que cette fonctionnalité fonctionne sur Gladys+, et avec de manière optimisée. C'est-à-dire, là, si j'ai beaucoup d'utilisateurs qui lancent des streamings en même temps, eh bien, il ne faut pas que moi, je sois en train de... Que le serveur soit en panique parce qu'il reçoit trop de blocs vidéo et qu'ils ne savent pas où les mettre. Donc ça, j'utilise des technos qui permettent du coup de scaler plus facilement cette partie-là sur Gladys+.
Donc on verra après aussi à l'usage comment ça se comporte côté Gladys Plus. C'est vrai que je ne sais pas du tout quel va être l'usage de cette fonctionnalité. Est-ce que tout le monde va streamer tous les jours? Est-ce que c'est une fonctionnalité que quelques-uns vont utiliser de temps en temps? J'ai aucune idée. Donc on va voir un peu à l'usage. Et en tout cas, bon, si l'infrastructure a un peu de mal, bah, faudra un peu ajuster, mais on verra un peu aussi à l'usage. Voilà pour cette fonctionnalité. Alors, il y a une autre fonctionnalité qui va nécessiter que je crée un appareil sur MQTT. Donc, on va configurer le service MQTT. Ok, je crois que j'ai un petit serveur en local, voilà, qui n'a pas de mot de passe, très bien. Et on va créer un nouvel appareil MQTT. On va l'appeler, je sais pas, thermostat. Thermostat dans le salon. On va mettre température de consigne, voilà. On va l'appeler thermostat. Alors on va l'appeler température en degrés Celsius entre 0 et 100. Voilà. Ce n'est pas un capteur, hein, on veut le contrôler. Donc là, je viens de créer un appareil thermostat. Pour l'instant, aucune valeur reçue. Il n'a jamais servi. On va créer une nouvelle scène qu'on va appeler contrôle thermostat. Et donc du coup, là je vais rajouter une nouvelle action. On va récupérer le dernier état du thermostat. Et là, ce qu'on veut faire, c'est on va continuer seulement si le thermostat, bon alors là pour le coup ça a peu d'intérêt, mais je voulais surtout vous montrer cette fonctionnalité. Continuer seulement si le thermostat est supérieur à, et là je fais hop, la valeur de thermostat, moins 10. Bon, cette condition, elle sera toujours vraie. Est-ce qu'une variable peut être supérieure à lui, moins 10? Oui, toujours. Et surtout, c'est ça qui est intéressant. Maintenant, on peut faire des opérations mathématiques dans cette action continuer seulement si, en utilisant des variables qui proviennent d'avant. Donc là, on peut faire moins 10, plus 10, divisé par 100, plein de choses qui sont possibles. Ça utilise une librairie de calcul mathématique. N'hésitez pas à venir sur le forum si vous avez des questions par rapport aux fonctions qui sont disponibles ou si vous n'arrivez pas à faire une opération. Voilà, n'hésitez pas. Donc là, il y a la première action, c'est continuer seulement si. Et ensuite, il y en a une autre, c'est contrôler un appareil. Si je prends contrôler un appareil et que je prends mon thermostat, soit je vais le faire en mode simple, c'est-à-dire je veux qu'il fasse 22 degrés dans le salon. Voilà, donc là je contrôle en mode simple, j'écris 22 degrés. Soit je le fais en mode calculé. Et là en mode calculé c'est hyper intéressant parce que je peux utiliser du coup une variable. On va dire que je veux augmenter la température du salon de 2 degrés. Eh bien je prends la température existante et je rajoute 2 degrés. Et donc du coup là ça fait un calcul en direct lorsque la scène s'exécute. Donc ça j'espère que ça va débloquer pas mal de cas. C'est quand même une fonctionnalité assez sympa. Donc voilà pour les scènes. Sachant que je vais vous montrer aussi, il y avait une fonctionnalité qui est sortie dans la précédente version de Gladys, mais peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, c'est le inverser les lumières ou inverser les prises. C'est une action qui permet de dire, si la lumière est allumée, bah, elle sera éteinte, si la lumière est éteinte, elle sera allumée. Et il y a pareil pour les prises, donc il y a inverser les prises. Si la prise est éteinte, elle sera allumée, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est une fonctionnalité aussi assez sympa. Ok, on va passer à l'intégration Zigbee to MQTT. Là, il y a une nouveauté qui est assez importante, qui va débloquer beaucoup de cas à mon avis. C'est qu'il y a la possibilité en fait de spécifier le modèle du dongle Zigbee utilisé lors de la configuration initiale. Donc là, par exemple, voilà, je prends le port USB sur lequel est connecté mon dongle Zigbee to MQTT. Moi, comme dongle, je vous recommande le Sonoff qui est disponible sur Domadou. Il y a un lien sur le site Gladys. Et du coup, en fait, là, une fois que vous configurez le port USB, vous pouvez dire, moi, j'utilise le Sonoff. Donc là, vous cherchez Sonoff. Et là, vous voyez, il y a deux variantes. Il y a la variante dongle P. C'était le modèle qui était vendu avant. Et le modèle qui est vendu maintenant, c'est le dongle E. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que ces deux modèles ne fonctionnent pas exactement pareil. Et donc, côté Zigbee to MQTT, il faut
spécifier lequel on utilise. Et donc on ne le faisait pas jusqu'à là, et c'était bloquant parce que beaucoup d'utilisateurs ne savaient pas pourquoi Zigbee to MQTT ne démarrait pas, mais parce qu'en fait il était mal configuré. Et donc là en fait, on sélectionne le bon dongle, vous faites sauvegarder, ça va configurer Zigbee to MQTT avec le bon dongle. Donc ça va simplifier la configuration de beaucoup. Sachant que concernant cette intégration, il y a Alex qui est en train de travailler sur un nouveau flow de création, enfin de configuration de cette intégration, parce qu'actuellement c'est vrai que c'est pas très clair, on ne sait pas s'il faut aller dans configuration, dans paramètres, c'est pas hyper clair. Et donc il va créer tout un flow pour pouvoir configurer en pas à pas et de manière plus claire. Voilà. Alors cette nouvelle version de Gladys, elle apporte aussi une nouvelle intégration, c'est l'intégration Nextcloud Talk. C'est en fait une intégration qui va vous permettre de discuter avec un bot Gladys dans Nextcloud Talk. Alors je ne pourrais pas vous faire de démo, je n'ai pas d'instance sous le coude, mais c'est le même fonctionnement que Telegram, mais via Nextcloud Talk. Donc pour ceux qui utilisent ce service, et ben, du coup vous pourrez l'utiliser dans Gladys. Voilà. Alors après, sinon, bah, vous verrez qu'il y a... Oui, alors ça c'est une intégration qui date de la précédente version de Gladys, mais je vais en parler quand même un peu. C'est l'intégration LAN Manager qui est toute nouvelle, qui permet en fait en gros de scanner votre réseau pour trouver des appareils sur le réseau et ainsi après vous mettre comme présent ou absent de la maison si jamais votre téléphone par exemple est vu sur le réseau. Alors ça nécessite d'avoir une adresse MAC qui n'est pas obfusquée, parce que vous savez maintenant les téléphones, pour éviter qu'ils se fassent traquer dans les centres commerciaux, ce genre de choses, maintenant Apple et Google ont rendu l'adresse MAC dynamique, c'est-à-dire qu'elle va changer pour justement que vous ne puissiez pas être traqué à l'extérieur. Si vous voulez que ça ne soit pas le cas sur votre réseau, il faut changer la configuration sur votre téléphone pour dire garder la même adresse MAC pour qu'on puisse savoir que c'est bien cet appareil. Voilà. Et voilà. Donc c'est les grosses nouveautés de cette nouvelle version de Gladys. Sachant qu'il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent. Moi j'ai beaucoup d'idées et il y a beaucoup en tout cas de demandes qui sont en cours de développement. Il y a beaucoup de PR en cours. Je trouve qu'en ce moment la communauté est vraiment dynamique et on arrive à trouver un bon rythme d'itération, de merge, de nouvelles fonctionnalités, et donc c'est vraiment très cool. N'hésitez pas en tout cas à faire des retours par rapport à cette nouvelle version. Tiens d'ailleurs, il y a 1 mois et demi, j'avais acheté un micro pour faire des vidéos avec un meilleur son, et c'est la première vidéo où je le teste. Du coup vous me direz si le son était mieux que les anciennes vidéos, sachant que c'est la première, donc peut-être que sur la configuration je n'ai pas été très fort, mais en tout cas moi j'ai fait quelques tests et c'était quand même mieux en termes de son. Sachant que je l'ai acheté il y a 1 mois et demi, j'étais persuadé que j'allais faire plein de vidéos avec ce micro et au final, comme je vous disais, j'ai été tête baissée sur le développement de ces nouvelles fonctionnalités et donc j'étais vraiment occupé. Voilà, mais bon, en tout cas là maintenant je suis content de l'utiliser et j'espère que ça va améliorer un peu le son de ces vidéos. Voilà, bah merci et on se retrouve sur le forum.